Bonjour, si vous avez suivi les précédentes séances, vous avez pu découvrir comment installer Anaconda et comment utiliser le Jupyter Notebook. Donc, nous n'allons pas revenir dans cette séance sur ces différentes étapes indispensables à connaître pour pouvoir développer sur Python. Donc, nous allons passer à la partie purement programmation informatique. Donc, sur cette partie de notre séance, nous allons nous intéresser aux principaux types de données sur Python. Donc, il faut comprendre que Python est un langage à typage dynamique. Cela veut dire qu'en fait qu'il n'est pas nécessaire sur Python de déclarer des variables avant de pouvoir leur affecter une valeur. Ce qui se passe, c'est que le type du contenu d'une variable dépend de sa valeur. Nous avons différents types de données sur Python. Donc, nous avons le type int, le type float, le type str et le type booléen que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc maintenant, nous comprenons aussi comment lancer donc le notebook de Jupyter si vous avez suivi les précédentes séances. Donc, je vais le faire directement sans pour autant revenir dans les explications. Donc, vous faites launch. Donc, ça nous ouvre donc le notebook. Ensuite, je crée un nouveau notebook que je peux renommer ici. Donc, je le renomme. Donc là, je l'appelle tuto Python. Donc, je le renomme. Et là, nous allons nous attaquer à la partie programmation. Par exemple, si je décide de prendre une variable, je dis a égale à 10. Donc, j'ai pris la valeur 10 que j'assigne à a. Donc, j'exécute. Je peux aller chercher le type de a. Donc, si je mets type de a, vous verrez que a est du type int. Donc, c'est un integer, c'est un nombre entier. Si je mets par la même occasion a égale 10, mais que j'ajoute un point, vous verrez que le type de a va changer. Donc, si je mets type de a, vous verrez que a est du type float maintenant, parce que c'est un nombre à virgule flottante. Je peux aussi faire des booléens, ça veut dire des opérations qui sont logiques. Par exemple, si je dis tout simplement 2 est supérieur à 5, nous savons bien que 2 n'est pas supérieur à 5, mais ça me renvoie faux, en fait. Donc, faux qui est un booléen. Et cette valeur-là, je peux l'assigner à une variable. Donc, je peux dire a égale 2 supérieur à 5. Donc, et le type de a sera bien le type booléen. Si je fais type de a, donc a sera un booléen. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris donc, que Python est un langage, comme je vous le disais dans la précédente séance, que c'est un langage qui a un typage qui est dynamique. Ça veut dire que le type d'une variable peut évoluer en fonction de la valeur qui est affectée à la variable. Donc, on va faire un petit test sur le type str. On n'a pas vu d'exemple sur le type str jusque-là. Donc, si j'ai créé une variable que j'appelle ma chaîne, par exemple, nous avons deux possibilités pour définir une chaîne de caractères sur Python. Soit on peut utiliser des codes simples. Par exemple, je dis ceci est ma première chaîne. Ceci est ma première chaîne de caractères. Donc je m'arrête là pour ne pas faire long. Si j'exécute, je peux aller chercher de, le type de ma chaîne qui sera de type str. Il y a d'autres applications qui peuvent être faites sur le type str. Nous pouvons faire des sommes de chaînes de caractères, c'est possible. Par exemple, si j'ai créé une chaîne de caractères que j'appelle première chaîne, par exemple, je mets premier, ou bon, je vais faire plus simple, faire chaîne A, plus simple, égale ceci est une chaîne. OK. Donc, je vais créer un autre, donc, que j'appelle chaîne B, et je vais le définir autrement. Je vais le définir sans utiliser des double codes comme nous avons fait sur le premier exemple, mais je vais utiliser des codes simples. Donc, je peux dire ceci est une autre chaîne. Donc, ce qu'on peut faire,
une fois que nous avons défini nos deux chaînes de caractères, c'est que nous pouvons les sommer. Ça, c'est possible. On peut d'ailleurs créer une nouvelle variable qui va contenir la somme des deux premières chaînes. Par exemple, si j'ai dit somme euh, chaîne, qui est une nouvelle variable, il peut prendre donc chaîne A plus chaîne B. Et ça marche très bien. Et donc, la somme de deux chaînes de caractères, bien évidemment, donne aussi une nouvelle chaîne de caractères. Donc, si je prends le type, je vais chercher le type de cette chaîne de caractères que nous venons de créer. Il est bien du type str. D'ailleurs, nous pouvons l'afficher pour voir son contenu. Donc, c'est la concaténation des deux premières chaînes de caractères. Par contre, vous verrez que c'est un peu illisible parce qu'il n'y a pas d'espace entre les deux. Ce que je peux faire, c'est entre la somme des deux chaînes, ajouter une chaîne vide. Donc, si je mets un plus ici, et je mets double quote avec un espace. Donc, il veut dire une chaîne vide. Donc, si je réaffiche ma chaîne de caractères, donc il l'affiche bien avec un espace entre les deux chaînes. Très bien. Donc, nous comprenons maintenant les différents types de données que nous pouvons avoir sur Python. Nous allons nous intéresser maintenant aux listes. Les listes, c'est une partie qui est très, très, très importante en fait dans la programmation sur Python. Pourquoi? Parce qu'une liste, c'est une collection d'éléments séparés par des virgules. L'ensemble est séparé par des crochets, mais une liste, ça permet aussi de faire des itérations en fait. Donc, ça permet de parcourir une liste ou de faire des boucles, par exemple. Donc, il a une importance particulière. Donc, c'est une partie qu'il faut vraiment essayer de comprendre. Si je reviens donc sur mon notebook, je vais mettre un titre en application de ce que nous avons vu dans la première séance. Donc, je vais mettre un titre ici que je vais appeler liste pour faire une délimitation. Je vais définir une première liste que je vais appeler X pour être simple. X, il peut être de cette forme. Donc, on a dit qu'une liste doit être encadrée par des crochets. Donc, on commence par faire des crochets. Et puis, on met les éléments à l'intérieur qui sont séparés par des virgules. Si je mets 1, 2, 3, 4, séparés par des virgules, donc ça définit bien une liste. Okay. Donc, je peux aller chercher le type de X toujours. Et vous verrez bien que X est du type liste. Nous pouvons faire différentes opérations sur les listes. Mais avant de s'attaquer à cette partie-là qui peut être un peu compliquée pour ceux qui n'ont aucune base en informatique, nous pouvons déjà vous dire qu'une liste, il n'est pas forcément composé d'integers, il n'est pas forcément composé de nombres. Il peut être composé aussi de booléens ou de chaînes de caractères. Donc, je peux créer une liste qui soit totalement hétérogène. Par exemple, si je mets x égale, je mets un booléen false. Ensuite, je mets un integer qui est égal à 10. Je peux mettre une chaîne de caractères que j'appelle chaîne. Ça aussi, ça marche et c'est aussi du type liste en fait. Donc, si je vais chercher le type, il va bien afficher une liste. Très bien. Maintenant, on va s'attaquer aux différentes opérations qui sont possibles dans une liste. Donc, je vais, comme tout à l'heure, mettre ici un autre titre. Donc, je vais l'appeler les opérations. Une astuce qui est très importante si vous êtes débutant en programmation et que vous venez de découvrir Python ou que vous ne connaissez absolument rien dans les langages de programmation, il y a une méthode astucieuse qui vous permet de savoir toutes les fonctionnalités qu'une liste peut permettre en fait. Donc, si nous avons déjà défini une liste, donc je vais redéfinir une liste simple qui est composée que de chiffres avant de 0 à 5, par exemple. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est du type liste. On ne va pas aller chercher le type. Normalement, vous avez déjà compris. Ce que nous pouvons par contre faire, c'est mettre X, qui est notre liste. Je mets un point et j'appuie sur la touche Tab de mon ordinateur. Donc, si j'appuie sur Tab, il m'affiche là toutes les fonctions qu'une liste peut faire. Donc, nous avons append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove et reverse. Nous allons les voir chacune de ces fonctions et je vais vous expliquer chacune de ces fonctions, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça permet de faire quand nous avons une liste. Très bien. Déjà, nous pouvons commencer par append. Par exemple, si là, j'ai ma liste
qui est composé de chiffres allant de 0 à 5, c'est possible que je veuille euh, ajouter un nouveau élément à ma liste. Et pour cela, j'utilise append. Par exemple, je mets x append 6. Vous verrez qu'il va ajouter à ma liste la valeur 6. Donc, d'ailleurs, j'affiche les x en bas. Donc, il affiche bien, il ajoute à la liste précédente une nouvelle valeur qui est la valeur 6. Je peux utiliser d'autres fonctionnalités, par exemple, qui est la fonction extend. Je peux ajouter carrément à ma liste une autre liste, donc pour le rallonger. Par exemple, si je décide donc de créer une nouvelle liste que je vais appeler Y, qui va prendre les valeurs 7, 8, 9, par exemple, je peux dire OK, je veux que X fasse un extend, pas un append, parce que quand on fait append, on vient juste rajouter un seul élément, mais quand on fait extend, on ajoute un itérable. Ça veut dire que l'élément qu'on va ajouter est elle-même une liste. Donc, j'ai fait extend de Y. Donc, si j'affiche le X, vous verrez que X maintenant prend la valeur de 0 à 9. Pourquoi? Parce qu'il prend la valeur précédente qu'elle avait, donc qui est de 0 à 6, et maintenant il va venir ajouter les éléments de notre itérable qui est Y, qui sont des chiffres qui vont de 7 à 9. Donc ça, c'est notre nouvelle liste. Donc nous allons découvrir les autres fonctionnalités. Par exemple, je vais vous expliquer le clear. Le clear, il permet, avant de faire le clear, je vais vous montrer le copy. Je pense que c'est mieux dans ce sens. Le copy permet juste de copier les éléments d'une liste et de l'affecter à une autre variable. Par exemple, si je mets x copy, donc il copie les éléments de la liste et ça, je peux l'appeler je peux l'affecter à une autre variable. Donc si je mets par exemple sauve pour sauvegarde, je l'appelle comme ça permet de sauvegarder les éléments de la liste dans une autre variable. Donc, j'exécute. Et si je vais chercher le contenu de sauve, c'est exactement le même contenu que notre liste X en fait. Donc, c'est très important. Et puis, nous pouvons faire plein d'autres fonctionnalités, par exemple, comme le clear. Nous pouvons supprimer les éléments d'une liste, tous les éléments. D'ailleurs, je vais aussi vous donner une astuce qui peut être très intéressante en fait pour les débutants. C'est que quand vous ne connaissez pas l'utilité d'une fonctionnalité sur Python, vous pouvez interroger la documentation. Et comment vous faites pour interroger la documentation? Mettons par exemple que je veuille prendre la liste que je viens de sauvegarder qui s'appelle sauve et que je veux par exemple comprendre la fonction clear, qu'est-ce que ça fait? Donc j'appuie sur clear, je mets juste un point d'interrogation et j'exécute. Donc, normalement, la documentation apparaît en dessous de votre écran. Et là, vous pouvez lire Remove all items from list. Cela veut dire tout simplement que cette fonction clear va tout simplement venir supprimer tous les éléments de votre liste. Donc, vous aurez une liste vide. D'ailleurs, on va faire le test. Donc, si je fais sauve et que j'exécute, vous verrez bien que si j'affiche maintenant notre liste sauve, c'est une liste vide. Donc, il n'y a rien. Très bien. Je l'avais sauvegardé pour qu'on puisse aussi retravailler sur le X, qu'on ne puisse pas perdre les éléments qu'il contenait déjà. Donc, nous allons reprendre notre X et nous allons faire les manipulations sur les fonctions suivantes. Donc, notre X est compris d'éléments allant de 0 à 9. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, par exemple, c'est la fonction count. Par exemple, c'est possible que vous ayez une liste et que vous voulez compter le nombre d'itérations de chaque élément. Donc, par exemple, combien de fois le chiffre 2 apparaît sur notre liste? Ou on peut vous donner, par exemple, un dictionnaire ou un texte et que vous voulez, par exemple, savoir combien de fois une lettre précise apparaît sur le texte. Donc, pour cela, vous utilisez la fonction count, tout simplement, et vous donnez l'élément que vous voulez compter. Par exemple, sur notre liste X, si je lui dis de me compter le nombre de fois qu'on a 2, par exemple, vous verrez qu'il apparaît une seule fois, ce qui est normal parce que le chiffre 2 apparaît ici qu'une seule fois. Mais je vais faire une expérience qui va nous permettre de savoir que ça fonctionne vraiment. C'est que je vais faire un append de notre X et je vais lui rajouter un autre 2. Donc, de sorte qu'il est 2 fois le chiffre 2. Donc, si j'exécute et que je raffiche le X maintenant, vous voyez bien qu'il a le chiffre 2 maintenant 2 fois. Maintenant, je vais venir lui demander de me recompter les 2. Combien de fois nous avons 2 sur notre liste? Donc, si je fais X count 2 maintenant, vous verrez bien qu'il ne va plus afficher 1, mais maintenant qu'il affiche 2. Donc, ça veut dire que ça marche très bien.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Nous pouvons aussi trouver l'index en fait d'une, d'un élément qui est dans une liste. Par exemple, si je prends l'index, je vais chercher l'index de 8. Bon, déjà, il faut comprendre c'est quoi un index, parce que ce n'est pas évident pour ceux qui n'ont pas de compétences dans ce langage-là. Un index, ça compte en fait le rang de chaque élément de notre liste. Par exemple, sur cette liste-là, qui va de 0 à, à 9, à 2 du coup, parce qu'on a ajouté 2, l'index 0, c'est le premier élément. Donc, il faut comprendre que les index comptent à partir de 0. L'index 0, c'est le premier élément. Donc, l'index 1, c'est le deuxième élément. Donc, ça se compte toujours dans ce sens-là. C'est possible qu'on ait sur une liste un élément dont on ne connaît pas l'index, mais qu'on veut découvrir. Et pour ce faire, il faut juste appeler la liste et lui renseigner l'élément dont on veut connaître son index. Par exemple, si je fais x.index et que je veux connaître l'index de 8, par exemple, et que j'exécute, il m'affiche bien que, OK, 8 à l'index de 8, c'est bien 8. Parce que c'est quoi? On peut compter donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, son index, c'est bien 8. Très bien. Nous pouvons aussi faire un insert. Un insert, c'est la même fonctionnalité que le append, mais la différence, c'est que nous allons insérer dans un index précis. Voilà. Euh, Parce que quand on fait append, on ajoute un élément, mais on ajoute l'élément à la fin de notre liste. Alors que si on fait un insert, nous ajoutons un élément à un index qui est précis, qui est particulier. Par exemple, si je fais x.insert, par exemple, que je lui dis, je veux que vous m'ajoutez à l'index, d'ailleurs, nous pouvons regarder la documentation. Ça, je vous exhorte, si vous êtes débutant, à toujours revenir vers ça. Donc, x-insert, insert object before index. Par exemple, x-insert, donc, il prend deux arguments, donc un index et un objet. Donc, si je fais x insert et que je lui dis, OK, ajoute-moi à l'index, mettons 0, une valeur 100, par exemple, je peux, OK. Ensuite, je lui dis de réafficher le x. Vous voyez bien qu'il m'affiche ici à l'index 0 une nouvelle valeur qui est la valeur 100, par exemple. Voilà. On va voir les autres fonctionnalités. Nous pouvons faire un pop. La fonction pop aussi peut être utilisée pour récupérer le dernier élément. Il affiche le dernier élément, mais il l'enlève aussi de notre liste. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut utiliser avec précaution. Ça veut dire que si nous voulons récupérer le dernier élément d'une liste, mais que simultanément, ça veut dire sur le même, notre objectif aussi, c'est de le supprimer en même temps de notre liste, nous pouvons utiliser pop en fait. Donc, si on fait xpop, voilà, il nous affiche bien le dernier élément de notre liste, mais si on réaffiche le X, vous verrez bien que le dernier élément ne va plus exister parce que non seulement il l'a affiché dans notre terminal, mais par la même occasion, il l'a aussi supprimé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il faut utiliser avec précaution. Euh, nous pouvons faire des remove ou des reverse. Moi, je vais commencer par vous expliquer comment on fait un remove. C'est possible que vous ayez une liste qui est très longue et que vous voulez supprimer un élément. Il y a deux manières de supprimer un élément d'une liste. Soit vous voulez supprimer l'élément de la liste parce que vous connaissez son index. Donc, vous allez indiquer à Python d'aller sur notre liste à un index précis et de supprimer l'élément qui est sur cette position-là. Soit vous connaissez la valeur que vous voulez supprimer sur la liste. Et dans ce cas, vous dites tout simplement à Python de supprimer l'élément de valeur telle. La syntaxe de développement pour les deux suppressions ne sont pas pareilles, donc il faut aussi là comprendre comment faire. Par exemple, si je veux faire un remove, je peux faire x remove, donc enlève une valeur. Donc si je dis enlève 100, parce que là, nous savons que l'index 0 est 100. Donc si je fais x remove 100, OK, et que j'exécute, si je réaffiche mon x, vous verrez que le chiffre 100 ne va plus exister parce qu'on a demandé à Python de le virer. L'autre manière, c'est qu'on ne connaît pas la valeur, mais qu'on connaisse l'index. Donc, dans ce cas, il ne faut pas utiliser le remove, mais il faut utiliser del. Pour faire del, on appelle notre liste et on lui donne l'index qu'il occupe. Par exemple, si je lui dis de virer l'index 0, par exemple,
Et là, l'index 0, c'est bien le chiffre 0, vous le voyez bien. Donc, si je fais del x0, le principe, c'est qu'il doit virer le premier élément de notre liste. Donc, je peux l'afficher pour vérifier qu'il fait bien ce qu'on lui demande de faire. Et là, vous verrez que ça marche très bien. Le premier élément n'apparaît plus. Je vais vous montrer comment faire le reverse. Le reverse permet tout simplement d'afficher les éléments d'une liste dans un ordre précis. Par exemple, si je fais X reverse, donc j'affiche le X maintenant. Vous voyez que le X maintenant s'affiche euh, du plus grand élément vers le plus petit élément, en fait. Le X-reverse, vous pouvez aussi toujours, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voir la documentation des reverse. Donc, vous faites reverse avec un point d'intégration. Ça vous permet d'accéder à la documentation. Dans certains cas où la fonctionnalité est écrite sur Python et n'est pas écrite sur un langage C, c'est possible que si vous faites deux points d'interrogation, que vous accédez au code source, en fait, qui a permis de développer la fonctionnalité, en fait. Donc là, si j'exécute, on ne trouve pas le code source parce que très certainement, cette fonction est écrite en C. Très bien. Euh, Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur les listes qui peut être intéressant. Euh, Vous pouvez faire du short. Le short, c'est quasiment comme le reverse. D'ailleurs, on va afficher aussi sa documentation. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Short the list in ascending order and return none. Euh, les paramètres de cette fonction short, c'est une clé et une reverse égale false par défaut. Par défaut, le reverse égale false. Donc là, par exemple, si j'affiche le x ici, euh, la valeur de x c'est de 1 à 9, donc c'est dans un ordre ascendant. Je peux lui rajouter un paramètre qui va faire que ça va s'afficher dans l'ordre décroissant. Pour cela, je fais quoi? Je fais x.short, mais dans le short, je vais lui rajouter un paramètre qui est reverse. Et le reverse, je le mets à true, simplement. Et si je raffiche mon X, vous verrez bien que le X maintenant s'affiche dans l'autre sens. Voilà. Donc là, le X, au début, s'était affiché de cette manière-là, de 1 à 9. Actuellement, il s'affiche de 9 vers 1. Globalement, si vous comprenez ça, vous comprenez ce qu'on peut faire avec les listes, les différentes fonctionnalités qui sont permises, les différentes manipulations. Donc, je vous exhorte à vous exercer, à créer des listes, à pouvoir les sommer, supprimer un élément, rajouter un nouveau, faire des shorts. Donc, utilisez toutes les fonctionnalités que je vous ai expliquées parce qu'ils seront très utiles dans les prochaines séances. Merci et à la prochaine.